Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur cet espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité suit une logique d'évolution précise. Nous évoluons vers notre ultime perfection. L'humanité évolue vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, c'est l'accession à la paix universelle, à la fraternité absolue. Voilà tout ce qu'on peut imaginer d'une humanité qui aurait atteint son acmé, comme disent les Grecs. L'acmé, c'était le moment le plus haut de l'évolution d'un être humain. On peut imaginer une humanité réconciliée avec elle-même, qui a réglé tous ses problèmes pathologiques, etc., qui vit en harmonie, dans la joie et l'amour mutuel. Donc ça, c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Et pour éclairer cette théorie, parfois je m'appuie sur... J'utilise des audios que j'écoute sur France Culture la plupart du temps. Et là, c'est l'émission Avec Philosophie qui était consacrée la semaine dernière, ou cette semaine, le 11 novembre, oui, cette semaine, à Spinoza. Et dans cette série, Spinoza à la loupe, le mardi 11 était consacré au bien et au mal. Existe-t-il? Point d'interrogation. Donc c'est la 3e ou la 4e vidéo. Je lance la vidéo et puis éventuellement je commente. Voilà comment je pratique et je fais des digressions en lien avec la mécanique universelle. La 4e partie de l'éthique. Et ensuite, texte dit antérieur de Genèse auquel vous venez de faire référence, un extrait du traité de la réforme de l'entendement, désormais parfois appelé aussi traité de l'amendement de l'intellect dans la traduction de Bernard Pottrat, où dans ces deux textes, la question surgit. Écoutez. En ce qui concerne le bien et le mal, il ne désigne rien de positif dans les choses, j'entends considérer en soi, et ils ne sont rien d'autre que des manières de penser ou notions que nous formons du fait que nous comparons les choses entre elles. Car une seule et même chose peut être en même temps bonne et mauvaise, et également indifférente. Alors, c'est là où, justement, quand l'humanité aura atteint sa perfection, elle accédera à l'extase. Et l'extase, c'est la fin du jugement. C'est la fin de la distinction entre les choses. Et donc, l'idée de bien et de mal aura disparu, mais tout simplement au profit du bien, parce que l'humanité aura effacé tout ce qu'on appelle les maux, le mal. Voilà, ça aura disparu. On en sera venu à bout. Par exemple, la musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l'affligé, et pour le sourd, ni bonne ni mauvaise. Quoi qu'il en aille ainsi, il nous faut pourtant conserver ces vocables. Car étant donné que nous désirons former une idée de l'homme à titre de modèle de la nature humaine que nous ayons en vue... Alors moi je l'explique d'une autre manière, je dis nous devons... Il n'y a pas le bien et le mal, c'est une construction de l'humanité, mais nous devons l'utiliser pour pouvoir conduire l'humanité à son ultime perfection. C'est un outil, ce sont des outils, et même si ils sont une illusion en réalité, parce que les deux servent à permettre à l'évolution de l'humanité vers cette ultime perfection, mais on doit croire à cette Il nous sera utile de conserver illusion. Ces mêmes vocables dans le sens que j'ai dit. Et donc, par bien, j'entendrai dans la suite ce que nous savons avec certitude être un moyen de nous approcher de plus en plus du modèle de la nature humaine que nous nous proposons.
et par mal, ce que nous savons avec certitude nous empêcher de reproduire ce même modèle. Ensuite, nous dirons les hommes plus parfaits ou imparfaits en tant qu'ils se rapprochent plus ou moins de ce même modèle. Et le modèle, à mon sens, c'est ce que Spinoza exprime à la 4e partie de l'éthique, c'est-à-dire l'accession à la béatitude, à l'extase. Et donc la perfection absolue, parce que il n'y a plus de possibilité de mal, parce que l'humanité, dans cet état-là, où un humain, dans l'état d'extase, agit de façon absolument parfaite. Comme un sage, comme un saint, on pourrait dire. L'homme est incité à chercher des moyens qui le conduisent à la perfection. Et tout ce qui peut être moyen d'y parvenir est appelé vrai bien. Voilà. Tout ce qui permet à atteindre ça, c'est ce qu'on appelle les vrais biens. Et effectivement, et en fait, pour Spinoza, avait compris que chaque être humain cherche à atteindre son état de perfection. Mais ce qu'il ne pouvait pas dire à l'époque, parce qu'il lui manquait des éléments, qu'aujourd'hui nous pouvons avoir, c'est que si c'est valable pour un individu, c'est valable pour l'humanité tout entière. Et l'humanité tout entière cherche effectivement à atteindre cet état de perfection. C'est ce que je démontre sur la mécanique universelle. Le bien suprême est qu'ils parviennent à jouir d'une telle nature avec d'autres individus si faire se peut. Quant à savoir quelle est cette nature, nous le montrerons en son lieu. C'est bien sûr la connaissance de l'union qu'a l'esprit avec la nature tout entière. Telle est donc la fin à laquelle je tends. Acquérir une telle nature et m'efforcer que beaucoup l'acquièrent avec moi. C'est-à-dire, il fait aussi partie de ma félicité de m'appliquer à ce que beaucoup d'autres comprennent la même chose que moi, pour que leur intellect et leur désir conviennent tout à fait avec mon intellect et mon désir. Et pour ce faire, il est nécessaire de comprendre de la nature juste autant qu'il suffit pour acquérir une telle nature. Ensuite, de former la société telle qu'il est à désirer pour que le plus possible d'hommes y parviennent le plus aisément et le plus sûrement possible. Voilà, le plus possible d'hommes. Mais en réalité, c'est l'humanité tout entière qui finira par acquérir ça. Et Spinoza, là, est vraiment d'avant-garde. Le modèle de la nature humaine que j'ai en vue. Est-ce cela le bien pour Spinoza, Paul Rateau? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, c'est le bien, et comme Pascal Gillot l'a indiqué il y a un instant, il y a au fond une ambiguïté du terme même de nature. C'est-à-dire dans le texte de Spinoza, soit effectivement on considère la nature entière qui se confond avec Dieu même, soit on envisage la nature humaine qui est une partie de cette nature. Alors, de cette nature au sens général. Ce qui nous intéresse, nous, hommes, c'est la nature humaine, c'est pas la nature dans sa totalité, c'est-à-dire comment faire en sorte, étant donné cet état qui nous caractérise d'impuissance, de faiblesse, de servitude à l'égard des affects, nous subissons l'influence des causes extérieures en permanence, et ces causes extérieures ne veulent pas notre bien, elles veulent leur bien à elles, c'est-à-dire c'est pour ça que nous sommes dans un état de servitude. L'esclave fait le bien de son maître, il fait pas son bien à lui, et c'est ça que nous voulons faire. Enfin, c'est ça que Spinoza veut nous aider à faire, c'est-à-dire réaliser notre fin à nous, c'est-à-dire au sens du but de notre réalisation, faire notre bien plutôt que celui de notre maître. Et pour cela, il faut avoir en tête ce modèle de la nature humaine. De notre maître, nos pulsions, en fait, notre instinct, nos instincts négatifs. Nous faisons le bien souvent de nos pulsions et qui sont à notre détriment. Par exemple, l'alcoolisme va faire qu'on fait le bien de notre maître, notre pulsion à boire, notre désir de boire, à notre détriment, au détriment de nos organes.
qui effectivement dans le traité de la réforme de l'entendement est d'abord présenté comme une nature plus forte, et dans l'éthique, dans la préface à la 4e partie, comme un modèle que l'on se met devant les yeux, en quelque sorte, et qui représente ce que nous voulons être. Et qu'est-ce que nous voulons être? Quelle est cette nature humaine que nous souhaitons réaliser? Eh bien, c'est un homme qui, précisément, réalise véritablement son être, c'est-à-dire qui accomplit cette puissance d'agir, qui le caractérise. Quelle est l'essence de l'homme pour Spinoza? L'essence de l'homme, c'est le désir. Cet effort de persévérer dans son être, pas simplement de se conserver au sens d'une sorte d'instinct de conservation face à un monde hostile, c'est pas ça. Où ça n'est qu'une version de ce qui caractérise fondamentalement l'homme. Ce qui caractérise fondamentalement l'homme pour Spinoza, c'est dans Éthique 3, les propositions 6-7, c'est véritablement cet effort qui nous caractérise, cet effort pour affirmer notre être, donc pas simplement le conserver, mais le déployer, l'épanouir, c'est-à-dire toute la puissance qui nous caractérise, la réaliser de la meilleure manière. Eh bien, au fond, l'imagination, les préjugés, l'influence des causes extérieures, les affects nous détournent de cette fin qui est la nôtre. Mais je me demande si cette fin, c'est pas même au-delà de ça, c'est-à-dire l'extase, l'accession à la béatitude. Est-ce qu'il parle pas de ça dans l'éthique? J'aimerais bien le savoir. Je me souviens avoir lu l'éthique, mais j'ai plus aucun souvenir de ce que j'ai lu. Mais il faudrait le vérifier. Mais je pense que c'est ça qui est visé en réalité, plus que une vie ordinaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tout ce qu'il appelle ces passions tristes, elles nous détournent de cette réalisation à laquelle nous devons tendre. S'il y a la fin des passions tristes, quelqu'un qui aurait écarté toutes les passions tristes dont parle Spinoza atteindrait l'extase, serait en état de contemplation, de béatitude, de bien-être absolu. Oui, oui. J'en ai notamment une, mais je vais j'imagine. La faire un peu plus tard, cette objection, en tout cas la formuler un peu plus tard, cette question, parce que tout de même, je voudrais vous poser d'abord le même problème, Pascal Gillot. Qu'est-ce que c'est que cette nature humaine, ce modèle que nous serions censés, et peut-être d'ailleurs chacun différemment, vous me répondrez aussi, je ne sais pas trop, que nous sommes censés essayer de réaliser, sachant que, je me permets d'ajouter un point par rapport à la façon dont j'ai posé la question à Paul Ratto. Il dit bien, Spinoza, dans le traité de la réforme de l'entendement, qu'il s'agit de parvenir à jouir d'une telle nature avec d'autres individus, si faire se peut. Donc on a presque l'impression que la question du rapport à autrui, en tout cas est deuxième, et non première, alors que dans beaucoup de morales classiques, avant de penser à moi, je dois penser à l'autre. Voilà, je vous demande de nous expliquer, parce que c'est difficile. C'est un point... Alors, comment faire se peut de jouir avec les autres dans la mesure où les autres ont atteint le même niveau? Ça sera possible quand l'humanité aura atteint son ultime perfection. À ce moment-là, ça sera une osmose avec l'ensemble de l'humanité. Là, pour l'instant, à l'époque où Spinoza pense l'évolution, il ne peut pas imaginer que l'humanité puisse, dans son ensemble, atteindre son ultime perfection. Et il y a encore tout un tas de pans de l'humanité qui n'est pas découvert, des êtres humains que, voilà, on n'en mesure pas le sens. On n'a pas du tout l'idée du village planétaire, on n'a pas du tout l'idée d'une humanité dans son ensemble. L'ONU n'a pas été créée, Internet qui tisse une toile entre chaque individu de toute la planète n'a pas été créé, etc. Il n'a pas les moyens d'aller vers cette idée-là universelle. Très enchevêtré, nodal et décisif, et qu'on ne pourra pas résoudre. Mais fort heureusement, puisque ça nous incite à relire ces textes et à nous poser cette question.
Il me semble malgré tout que cette résurgence de la notion de modèle, elle est quand même très étrange dans la préface de l'Éthique 4, puisqu'il vient nous expliquer que la constitution de modèles parfaits, idéaux, ça ne va pas, il faut nous en débarrasser. Et puis ça ressurgit. Pourquoi tout à coup ce modèle de la nature humaine qui, en effet, reprend le programme du jeune Spinoza dans le traité de la réforme de l'entendement, c'est-à-dire travailler à constituer une nature humaine plus forte ou moins misérable ou moins faible. Alors bien sûr, pour le jeune Spinoza, il s'agit de moi, bien sûr. Bien sûr qu'il s'agit de moi, de ma vie, puisque moi d'abord. Je suis face à un danger mortel. Mais moi d'abord, justement, on va comprendre que moi d'abord, en réalité, c'est un nous. Et tout le passage peut-être de l'éthique, alors on le dit très vite, mais du premier genre de connaissance, l'imagination, c'est-à-dire l'ignorance en réalité, qui est ce qu'on peut appeler l'idéologie, à la connaissance rationnelle, c'est un passage du « je ». Mais évidemment que c'est le moi d'abord, c'est un nous. Aucun philosophe n'écrirait pour le moi d'abord. Il écrit pour le nous, évidemment. Sinon, il s'occupe du moi d'abord et il n'a pas besoin d'écrire. Donc c'est pas du tout, c'est vraiment une visée universelle. La seule chose, c'est que l'universalité à l'époque de Spinoza, elle était réduite, elle pouvait pas encore accéder à l'universel total. Aujourd'hui, oui, on pense, voilà, le même Spinoza aujourd'hui serait universaliste totalement. Au nous. D'où l'importance du syntagme ou du terme « nous ». Qu'est-ce qui est utile finalement pour l'homme qui essaie de se déprendre, ou du moi qui essaie de se déprendre du piège mortel de l'affect ou de l'ignorance? C'est comprendre précisément qu'il est un nous, ou qu'il travaille avec tous les autres à ce que Spinoza appelle l'utile commun. Vous me demandiez qu'est-ce que c'est que l'utile commun? Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'utile? Et chaque fois que Spinoza évoque l'utile, dans le TRE et surtout dans le traité de la réforme de l'entendement et dans l'éthique, il évoque le commun humain. Ce qui est utile, c'est justement que je ne sois plus sous l'obsession de l'affect, parce que l'affect, c'est de la discordance. Les affects passifs, c'est de la discordance. Spinoza l'écrit. Et ce par quoi nous pouvons convenir avec les autres, sortir de l'envie, de la jalousie, de la domination, qui sont les moteurs de la guerre entre les peuples, qui sont les moteurs de la guerre entre les individus, qui sont les moteurs de la guerre entre les villages, entre les voisins, etc. C'est la jalousie, les trucs, voilà. C'est base. Quand ça s'est dépassé, c'est bien l'ensemble humain qui est visé, évidemment. La vie affective aussi, eh bien, c'est travailler à cet utile commun et convenir avec les autres pour former. Qu'est-ce que le « je » libéré? C'est former avec les autres comme un seul esprit et comme un seul corps. Et là, je renvoie les auditeurs à la lecture du Scoli, de la proposition 18 de l'éthique 4, qui nomme justement cet effort pour convenir avec les autres et passer avec les autres de l'ignorance à une moindre ignorance. Et donc c'est une libération commune. Et le « je » qui échappe au piège de la mort que décrit le jeune Spinoza, si je continue comme ça, je vais mourir. Donc je fais le pari d'une vie de l'esprit. Eh bien cette vie de l'esprit, elle est nécessairement indexée à la première personne du pluriel, à un nous. Donc être un « je » adéquat, c'est se concevoir comme un nous. Et c'est la raison pour laquelle il me semble, plus je lis ces textes, mais il m'apparaît que l'alliance s'opère entre l'éthique de Spinoza, pour ne pas parler de morale, et la politique. Il me semble qu'on ne peut pas les dissocier, en réalité. Alors maintenant, ma question que je n'ai jamais osé poser. Allez-y. Bon, on va s'arrêter là, tiens, pour cette vidéo. Ensuite... allez, bon, quelque chose que je ne comprends vraiment pas. Chez Spinoza, vous savez que ce qu'on n'a jamais osé demander, comme on disait d'ailleurs, il y avait un titre d'émission de France Culture. Voilà. Lorsque Spinoza dit « il faut persévérer dans son être », atteindre notre nature et les modèles corrélés. Vous m'expliquez tous, les spinozistes, que Spinoza déteste le finalisme, c'est-à-dire l'idée que nous ferions des choses pour atteindre une fin rationnelle, qui est, au fond, nommons les choses. Il n'aime pas Aristote, qui a largement usé du modèle finaliste,
dans beaucoup de domaines, il n'y a peut-être pas qu'Aristote, mais quand il dit persévérer dans son être, atteindre notre nature véritable, etc., mais qu'est-ce que c'est d'autre que du finalisme? Mais bien entendu, évidemment que c'est du finalisme, et Spinoza est finaliste à mon sens, bien sûr, parce que il pense en termes d'évolution d'un être humain qui doit atteindre son acmé d'une certaine façon, et donc il n'y a aucune raison que de ne pas lui, à son époque, il ne pouvait pas l'interpréter pour l'humanité tout entière, comme je l'ai dit précédemment, parce qu'il manquait d'éléments pour pouvoir penser l'humanité dans son ensemble. Mais quoi qu'il arrive, il a une vision finaliste. Quand il dit on doit atteindre sa perfection, c'est une vision finaliste. Et il y a, je sais pas en quoi qu'est-ce qu'il reproche à Aristote parce qu'en réalité l'éthique à Nicomaque, alors pourquoi il appelait l'éthique sa philosophie, si c'est pas en lien avec aussi la pensée sans doute d'Aristote, de Platon, etc., qui ont une vision d'une certaine façon d'une perfection à atteindre. C'est obligé d'être finaliste. Alors, disons que quelle est la fin de cet effort? Quelle est la fin de cet effort de persévérer dans son être? C'est l'effort lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin extérieure. Là, je suis pas d'accord. Voilà. Donc, il y a une fin évidemment, puisqu'il y a le fait d'atteindre cet état de joie, cet état de perfection en fait. Donc, c'est pas le chemin comme on pourrait l'imaginer dans les philosophies asiatiques. Bien sûr qu'il est important le chemin, mais il y a une finalité au bout du chemin qui est demandée. Bon voilà, on va arrêter là pour cette vidéo, ça fera partie d'une autre vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.